Ruzandiza, alias Makenga, ont reçu leur ordre de marche du général Gachaïza, général de brigade de RDF, commandant la 305e brigade de RDF à Kinigi, localité située en préfecture de Ruhengeri, au Rwanda, près du parc de Virunga. Troisième fait, le passage par le territoire rwandais du colonel Mutin Ruzandiza, alias Sultani Makenga, numéro 2 de la bande Antaganda, accompagné de 60 éléments de la bande, avec armes, bagages et munitions, pour rejoindre Runyoni, en République démocratique du Congo, la nuit du 3 au 4 mars 2012, en provenance de Bukavu, au sud Kivu. L'itinéraire de Sultani Makenga Ruzandiza et de ses 60 éléments est éloquent. Ils sont partis de Bukavu, au sud Kivu, ralliant Siangungu au Rwanda, avant d'être transportés vers Kamembe via Kabuhanga, Gikongoro, Butare, Ngororero, Gisenyi, Mutara, Gasinzi et Kinigi, d'où ils seront escortés par une unité des forces gouvernementales rwandaises jusqu'à Runyoni au nord Kivu. Ils ont reçu aide et assistance au Rwanda, notamment des facilités de transport sur le lac pour rallier Bukavu à Siangungu. Des facilités de transport routier, 3 camions ont été mis à leur disposition. Des uniformes militaires, ainsi que des armes et munitions des mains du major rwandais Bakubirigwa et du capitaine Laurent Gassana, S2 de la brigade rwandaise de Rubavu. À Kabuhanga, ils ont eu même l'honneur d'une séance de travail avec un général, le général Ruvusha, de l'armée rwandaise, commandant AI de la division de Rubavu. On est loin, comme vous vous en rendez compte, très loin d'un quelconque conflit entre communautés congolaises, un conflit qui n'existe que dans la tête des manipulateurs. On est loin, très loin, d'une prétendue confusion faite au Congo-Kinshasa entre des compatriotes locuteurs du Kinyarwanda et des sujets rwandais armés évoqués par les autorités rwandaises. Le gouvernement de la République démocratique du Congo avait tenu, en signe de bonne volonté et dans le but de préserver autant que possible les relations de bon voisinage, à vérifier ces faits graves, de concert avec la partie rwandaise avant de les étaler sur la place publique dans le cadre de l'équipe mixte, la Joint Team de vérification instituée par les deux gouvernements. Cette équipe a travaillé à Goma peu avant la visite du Premier ministre et des autres membres du gouvernement dans cette ville, et il est regrettable de constater que les travaux de cette équipe mixte, à laquelle avaient été associés des experts de la MONUSCO à Goma, ont été brutalement interrompus sans aucune explication par les autorités rwandaises qui ont rappelé à Kigali leurs délégués au moment où devait intervenir la signature des procès-verbaux. Et nos collègues rwandais sont rentrés à Kigali sans même dire au revoir à leurs homologues congolais. Force a été pour la délégation congolaise à cette Joint Team et aux témoins de la MONUSCO de signer seul le rapport final des travaux et de dresser par conséquent un procès verbal de carence de la partie rwandaise. Madame la ministre porte-parole du gouvernement rwandais a exprimé son espoir que le rapport final de l'ONU sur la question prévue pour le mois de novembre prochain comportera aussi bien les accusations que les réfutations rwandaises. Fort bien. Mais le gouvernement congolais aurait souhaité avoir connaissance de ces réfutations rwandaises au cours des travaux de l'équipe mixte RDC-Rwanda qui ont eu lieu à Goma. Et nous nous demandons bien pourquoi nos collègues qui souhaitent tant faire connaître leur point de vue
ont jugé bon d'interrompre le déroulement de ces travaux. La République démocratique du Congo exige que les filières de recrutement, les renforts en armement et en ravitaillement en faveur des bandits armés de Ntaganda et Rusangiza en terre rwandaise soient démantelés sans délai et sans condition. Les propos infamants que prononcent parfois certaines autorités rwandaises tendant à décrire la République démocratique du Congo comme un État failli qui dépendrait pratiquement de leur bon vouloir pour résoudre ses problèmes intérieurs doivent également cesser. Il en est de même de leur lobbying un peu trop agressif, à notre goût, en faveur de négociations entre le gouvernement congolais et des forces négatives dont le seul haut fait d'armes notable est d'avoir distrait les forces armées de la République démocratique du Congo de la traque des FDLR, que le Rwanda lui-même n'a pourtant cessé de réclamer sur tous les tons au cours de ces dernières années. La tentative délibérée du Rwanda de donner une coloration politico-ethnique à un groupe criminel reconnu comme tel par l'ensemble des nations civilisées dans la communauté internationale, alors que la classe politique congolaise dans son ensemble et toutes les communautés ethniques qui ont en partage les deux provinces du Kivu, sans aucune exception, la condamnent, cette tentative est dangereuse pour la paix et la sécurité dans la région. Le gouvernement déclare ici, pour que nul désormais ne fasse semblant de ne pas le savoir, que la responsabilité pénale en droit congolais et dans nos pratiques, la responsabilité pénale des actes cruels commis par Ntaganda, Rusangiza et ses affidés est strictement personnelle. Vouloir faire croire qu'il existerait on ne sait quelle accusation d'un crime collectif à l'encontre d'une quelconque communauté congolaise du Kivu est pure aberration et mauvaise foi. C'est le lieu pour nous d'insister auprès de nos partenaires de la direction politique rwandaise pour qu'ils cessent de chercher par des insinuations malveillantes et déplacées à ramener à la surface les atavismes ethniques d'une époque révolue et qui n'ont fait que trop souffrir les peuples de la région. Il n'y a à ce jour aucune confrontation interethnique entre les populations congolaises qui vivent au Kivu. Seules les forces négatives et ceux qui leur apportent appui et soutien à partir de l'extérieur continuent à vouloir instrumentaliser ces pauvres arguments pour s'aimer le chaos et faire durer leur projet de cueillette sans contrepartie des ressources naturelles de notre pays. Il n'est pas inutile de rappeler aux apôtres de la banalisation du terrorisme la vanité de ce qui tient lieu de revendication articulée par la bande Ntaganda, Rusangiza, alias Makenga et consorts. Lorsqu'un général de brigade et un colonel revendiquent des grades pour eux-mêmes, lorsqu'un parti politique qui a dans ses rangs des ministres, des élus nationaux et provinciaux réclame l'intégration dans la vie politique, lorsqu'un seigneur de guerre tue, pille et commet d'autres forfaits, des crimes contre l'humanité, pour appuyer une demande d'amnistie pour d'autres crimes commis peu avant du même genre, il n'y a aucune rationalité, sinon des faux fuyants, des alibis pour pérenniser une situation conflictuelle pour des raisons inavouées. Ces revendications de la bande Ntaganda sont, nous l'avons dit, creuses et fantaisistes, et nous le maintenons. Et nous osons espérer que nos collègues rwandais nous écouteront à ce sujet. Nous condamnons fermement la réactivation des groupes armés nationaux et des alliances contre nature avec les criminels des FDLR, initiés cyniquement par les mêmes auteurs intellectuels des crimes dont Ntaganda, Rusangiza et sa bande se rendent coupables chaque jour au Nord Kivu. La présence parmi les éléments rwandais faits prisonniers près des Runyoni
de quelques éléments FDLR rapatriés en bonne et due forme au Rwanda en est une autre illustration. Le but de ceux qui recrutent ces gens pour les renvoyer au Congo est de rendre ingouvernables et invivables les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Et la lourde insistance d'un certain discours officiel rwandais sur le prétendu échec du Congo à gérer des problèmes dont aucun détail n'est donné par ailleurs peut laisser croire en l'existence d'une telle stratégie de déstabilisation systématique. Au lieu de répondre aux graves accusations de collusion avec un groupe terroriste qui pèse sur des hauts cadres de ce pays, Kigali s'est évertué à noyer les autorités légitimes de la République démocratique du Congo dans une rhétorique méprisante à la limite de l'insulte. Cela doit cesser. Nous réitérons l'appel lancé au gouvernement rwandais par le gouvernement de la République démocratique du Congo à partir de Goma, au Nord Kivu, le 9 juin, pour qu'ensemble nous remettions en perspective de bonne foi la synergie maintes fois annoncée pour résoudre d'urgence le problème de la criminalité des forces négatives transfrontalières que nul ne devrait banaliser ni encourager dans leur funeste destin. Les choses paraissent plus claires aujourd'hui que les experts indépendants des Nations Unies viennent de désigner nommément les maîtres d'œuvre des tourments qui assaillent le peuple congolais du Kivu. Et il est particulièrement désagréable pour nous de constater que nos experts en équipe mixte de vérification se soient séparés sur l'initiative du Rwanda sans arriver à conclusion. Il appartient dès lors au Conseil de sécurité des Nations Unies de prendre la juste mesure du drame humainement inacceptable vécu par les hommes, les femmes et les enfants du Nord Kivu, qu'il ne faut pas laisser plus longtemps à la merci d'une bande mafieuse téléguidée à partir du Rwanda. Le gouvernement réitère sa foi en l'avenir du Congo, un Congo uni, dont tous les fils et toutes les filles ne demandent rien moins qu'à vivre en paix, dans la concorde, dans leur pays, et engage tous ses partenaires de la région à mettre en sourdine les attitudes, comportements et propos de nature à rallumer les flammes de la haine et de l'incommunicabilité entre les communautés qui ont en partage les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu. Les troupes des forces armées de la République démocratique du Congo, déployées contre l'ennemi, continuent jusqu'à présent à mériter la confiance de leur commandant suprême et chef de l'État, ainsi que celle du gouvernement face à l'ennemi. Et il n'est pas tolérable d'entendre des autorités rwandaises médire de ces troupes. Le renouvellement du mandat de la MONUSCO à partir du 30 juin répond à un souci clairement exprimé par le gouvernement de la République démocratique du Congo, à l'effet de consolider, autant que faire se peut, la paix menacée et la stabilisation de l'Est de la République, toujours en but à des velléités mafieuses. La MONUSCO a en effet joué un rôle bien apprécié par le gouvernement dans la protection des populations civiles menacées par l'aventure sans lendemain de la bande Ntaganda et Ruzandiza et dans l'appui apporté au FARDC dans l'accomplissement de leurs tâches. Nous ne partageons donc pas les critiques sans nuance portées à l'encontre de la MONUSCO par le dernier rapport de International Crisis Group, selon laquelle la MONUSCO est en train d'échouer dans son mandat de stabiliser le pays et protéger les populations civiles. Fin de citation. De la même manière, nous devons dénoncer la désinvolture qui transparaît à travers un document publié récemment par Amnesty International qui a tenté de profiter des actes d'agression dirigés contre la République démocratique du Congo pour obtenir l'émasculation militaire de notre pays. En effet, Amnesty a carrément suggéré, en réponse à l'agression que nous subissons, de renforcer l'embargo sur toutes les armes à vendre à la RDC, y compris aux forces armées gouvernementales,
car selon cette ONG, la facilité d'obtention des armes par l'armée loyaliste et les groupes armés alimenterait la violence dont souffrent les populations. Nous voilà donc repartis sur la pente du ravalement par le bas des forces gouvernementales assimilées aux bandes des forces négatives et terroristes. Un véritable non-sens. On ne peut prétendre en même temps nous aider à échapper aux atrocités que nous infligent des criminels sans foi ni loi et plaider pour que les forces armées de la République démocratique du Congo, qui sont déployées contre les criminels, soient désarmées, sauf à vouloir nous imposer une politique de la terre brûlée qui ne profite certainement pas aux populations congolaises. Le gouvernement de la République démocratique du Congo réitère son exigence de voir la direction politique rwandaise clarifier ses zones d'ombre, particulièrement le niveau de responsabilité des actes anti-congolais détaillés aussi bien par nos propres services que par le rapport du groupe d'experts des Nations Unies. Il réitère sa détermination à ramener la paix et la stabilité au Kivu et dans l'ensemble de la région des Grands Lacs et espère que le gouvernement rwandais fera l'effort de le rejoindre à nouveau dans cette disposition, notamment en remettant en question toutes les situations qui perturbent actuellement la paix aux frontières communes. Le gouvernement invite tous les États membres de l'Union africaine et le Conseil de sécurité des Nations Unies à envisager des sanctions sévères à l'encontre de tous les contrevenants, acteurs étatiques ou non étatiques, aux engagements internationaux pris par les uns et les autres. Nous en appelons enfin à l'union sacrée de tous les Congolais, derrière la nation en danger. Et nous mettons en garde les pêcheurs en eau trouble qui s'adonnent à partir de notre pays à toutes sortes d'agitations pour distraire le peuple congolais et son gouvernement des tâches prioritaires de défense et de préservation de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC qui sont menacées. Je vous remercie. Nous passons directement aux 4 premiers intervenants. Si vous pouvez vous approcher, parce qu'ici, il faut aller là-bas. Je commence par là, je prends M. Kamanda Muzembe, Africa TV, Congo F, et puis Chine Nouvelle. 4. Monsieur le ministre, j'ai 2 petites préoccupations. La première, c'est la réaction de la présidence rwandaise à la publication du rapport par les Nations Unies. Le Rwanda, comment je peux dire, la directrice de communication de la présidence du Rwanda accuse les autorités de Kinshasa de relancer la coopération entre les FRDC et les FDLR pour des actions terroristes au Rwanda. Et pour cela, elle dit également qu'il y a 2 Hutus de nationalité belge qui séjournent en ce moment dans le Rutshuru pour convaincre les FDLR à se battre, enfin, à être avec les FRDC pour ces actions terroristes au Rwanda. Ça, c'est une première préoccupation. Qu'est-ce que le gouvernement répond à ces accusations? La deuxième, c'est le cas Dieudonné Bakungu, qui a été député, accusé par des ex-CNDP de vouloir fomenter la rébellion dans le Nord Kivu. Il a été arrêté, il a été acheminé à Kinshasa. La Cour suprême qui l'a jugé n'a pas reconnu la responsabilité dans une rébellion en préparation, en gestation, mais on l'a plutôt condamné pour ségrégation raciale. Et tous ces co-accusés avaient été libérés. Or, il se fait que ce citoyen, ou ce concitoyen, était de ceux-là qui dénonçaient la rébellion des ex-CNDP qui étaient en gestation. Il avait été attaqué chez lui, il y a eu des morts. Même un policier congolais qui lui a été régulièrement affecté, ou qui est affecté régulièrement pour sa protection. Qu'est-ce que le gouvernement pense de ce cas-là? C'est un concitoyen qui est en prison
pour des faits qui n'ont pas été établis, condamnés par la Cour suprême. Est-ce que le gouvernement se penche sur ce cas? Merci. Monsieur le ministre, aussi deux petites préoccupations concernant d'abord ces actions d'incidence de l'armée à l'est de la RDC. La fois passée, vous avez parlé de la mutinerie, vous aviez refusé de les taxer de rébellion. Est-ce qu'aujourd'hui, avec l'implication avérée, confirmée du gouvernement rwandais et même de haut niveau de l'armée rwandaise dans la situation à l'est, aujourd'hui, peut-on parler de la rébellion et comment le gouvernement congolais entend-il s'y prendre? Deuxième préoccupation, la République démocratique du Congo comme le Rwanda est membre de la conférence des Grands Lacs et plusieurs autres organisations qui militent pour les rétablissements de la paix dans la région des Grands Lacs. Aujourd'hui, que doit-on dire des rapports RDC-Rwanda avec ces rapports des Nations Unies? Si je vous fais accepter que je ajoute une petite question sur les renouvellements du mandat de la MONUSCO. Qu'est-ce que nous obtenons en plus du mandat traditionnel? Parce que finalement, la population attend que la MONUSCO arrive à des interventions militaires contre les forces négatives. Merci. Élisée Audien de Conweb Télévision. Monsieur le ministre, que de révélations ce matin. On se pose la question de savoir pourquoi avoir attendu si longtemps, que voulait cacher le gouvernement en nous donnant toutes ces révélations, tout ce qui s'est passé dans le coulisses, que cachait le gouvernement par rapport à toute cette situation. Et la deuxième question, on dit là où la RDC n'envoie que des lettres, le Rwanda déploie son artillerie diplomatique, là où le président rwandais parle, ici c'est le silence radio, si c'est né vos déclarations, fort heureusement qu'il essaie de nous renseigner. Ce qui fait dire à d'aucuns, non seulement à la classe politique, mais une frange de la population, qui a également des complicités internes au niveau des politiques actuelles ou au niveau du pouvoir actuel au niveau de Kinshasa. Que dites-vous par rapport à toutes ces réactions? Merci, c'est Steve Wemby pour l'agence de presse Nouvelle. Monsieur le ministre, vous avez parlé avec le preuve que vous avez expliqué aux médias. Est-ce que la RDC aujourd'hui peut-elle rompre de relations diplomatiques avec le gouvernement rwandais? Et la deuxième question, ça concerne la prorogation du mandat de la MONUSCO. Tellement qu'elle était la mission d'observation, est-ce qu'aujourd'hui la RDC a plaidé peut plaider pour que cette MONUSCO devienne une mission d'imposition de la paix à l'est du pays? Merci. Oui, Emmanuel Pochot pour l'agence France Presse. Trois questions simples. Pourquoi, selon vous, le Rwanda soutiendrait le M23 et d'autres groupes armés? Pourquoi le Rwanda ne fait qu'opposer des démentis à ces accusations? Et enfin, pourquoi la RDC ne demande qu'une clarification au Rwanda alors que les faits semblent assez graves? Merci. Son Excellence, vous pouvez répondre au premier questionnaire. Bien. La première question portait sur la réaction qui a été faite par quelqu'un de la présidence de la République rwandaise, accusant les FARDC de coopérer avec les FDLR. En réalité, je ne sais pas s'il faut en rire ou pleurer. Nous avons déjà entendu ces allégations depuis plus d'une semaine et nous pensions que c'était des éditoriaux de certains extrémistes dans la presse, mais sincèrement, entendre de tels propos reprises par une source gouvernementale est assez surprenant, dans la mesure où les FDLR ont été mis sous pression, pas par l'armée rwandaise, par les FARDC, qui ont réduit, selon tous les rapports des experts indépendants dans la région, MONUSCO, d'autres observateurs, de plus de 80% les capacités de nuisance de cette formation terroriste. Et c'est au moment où cette formation terroriste touchait en fait le fond, au moment où elle allait
physiquement disparaître dans cet espace du Nord Kivu, parce que n'oublions tout de même pas que les FDLR ne menacent pas seulement le Rwanda. Si vis-à-vis du Rwanda c'est une menace, vis-à-vis du Congo, ce sont des agressions quotidiennes contre nos populations, contre les hommes, les femmes, les enfants du Kivu, le Sud Kivu, le Nord Kivu. Et nous avons donc entrepris une offensive vigoureuse contre les FDLR, et c'est pendant cette offensive que les forces armées de la République démocratique du Congo ont été poignardées dans le dos par la bande Ntaganda, Rusandiza et autres, appuyés par l'armée rwandaise. Alors finalement on se demande ce que veulent nos voisins et nos partenaires rwandais. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. On ne peut pas tout le temps brandir l'épouvantail FDLR et empêcher l'armée congolaise de mettre fin à l'existence des FDLR en suscitant des rébellions qui n'auraient jamais existé si le Rwanda ne leur avait pas donné des armes, des militaires et recruté des jeunes gens pour cette rébellion et n'avait pas influencé certains milieux d'affaires qui sont en contact avec eux pour soutenir cette rébellion. Donc je pense qu'ici, ils invoquent leur propre turpitude. Ici, on sent que c'est une façon de se défendre parce que mis sur la sellette par la communauté internationale, mais je pense qu'eux-mêmes savent bien que cette allégation n'est pas crédible et personne, ni aux Nations Unies, ni à l'Organisation de l'Union africaine, ni au sein de la conférence internationale de la région des Grands Lacs, ne pourra prêter foi en de telles accusations. Si tant est qu'il y avait un accord entre le gouvernement congolais et les FDLR, on se demande ce que fait le colonel Mandevu des FDLR aux côtés d'un Ntaganda et Rusandiza. Dans la frontière avec le Rwanda, on ne me dira pas que Ntaganda peut résister à un ordre d'arrestation du colonel Mandevu des FDLR par Kigali. Si Kinshasa est en intelligence avec les FDLR, mais que reviennent faire ces FDLR que nous avons livrés, pieds et poings liés pour ainsi dire, au Rwanda, que reviennent-ils faire dans les rangs des champions anti-FDLR que seraient Ntaganda et Rusandiza, et que nous avons arrêtés et qui ont témoigné, que même les Nations Unies ont vu, que les experts ont vu, ce qu'ils ont relayé aujourd'hui dans leur rapport. Et si le gouvernement congolais est en intelligence avec les FDLR, quelle est l'utilité que deux ou tout de nationalité belge viennent encore négocier avec ces gens-là? Parce que le pays ici n'appartient pas à la Belgique, alors disons que c'est la Belgique qui serait en intelligence avec les FDLR, puisque c'est des nationaux belges qui viennent, soi-disant, pour négocier avec les FDLR. Quel besoin y aurait-il? Nous sommes dans notre pays, nous y exerçons l'impérium, l'armée est la nôtre, nous aurions conclu un accord avec des FDLR, mais voilà qu'il y a besoin de faire venir des sujets belges ou venir les convaincre de quoi? Parce qu'ils sont chez nous. Donc vous voyez bien que c'est un mensonge mal emballé qui ne tient même pas la route. Avant même d'arriver à destination, il passe haut de toutes parts. Donc c'est quelque chose de tout à fait non crédible. On raconte des choses parce qu'on est coupable et qu'on veut se justifier, mais là, les choses sont tout à fait difficiles à justifier. Il n'y a donc pas d'accord et il n'y en aura pas, puisque notre perception des FDLR est la même que celle que nous avons vis-à-vis des M23. Et il est dommage que pendant que nous combattons les FDLR, les amis rwandais encouragent les M23 au lieu de combattre les M23 qui reçoivent équipement, armement, combattant chez eux avec la même vélocité que nous avons mis à détruire les capacités des FDLR. La situation de M. Bakungu Mitondeke, qui a été accusé par le CNDP de vouloir fomenter la rébellion, je ne pense pas que le CNDP ait le pouvoir de mettre en accusation quelqu'un devant le parquet en République démocratique du Congo. Il s'agissait d'infractions pénales. Vous savez, la rébellion est une infraction pénale. Le meurtre ou l'assassinat, puisqu'il y a eu des gens qui sont morts dans ces incidents où M. Bakungu a été mêlé, c'est des infractions pénales et donc le procureur n'a pas besoin qu'il y ait une plainte particulière. Le CNDP est un parti politique, c'est un individu, donc c'est un privé.
Donc les affaires pénales ne sont pas mises en mouvement par des privés. C'est le procureur qui a décidé de présenter Bakungu au juge sous le chef de 2 inculpations, rébellion, assassinat, et même 3, puisqu'il y a eu aussi ségrégation à l'encontre de certains groupes ethniques. Et il appartenait à la Cour de décider de sa vérité, qui n'est ni la mienne, ni celle des médias. La Cour, après avoir enquêté, a trouvé Bakungu Bitondeke non coupable de rébellion, mais coupable de ségrégation raciale et ethnique. Et il a condamné pour cela. C'est comme ça que la justice fonctionne. Nous ne voyons pas le lien entre cette condamnation et les événements qui se passent maintenant au Kivu. Donc, Bakungu n'est pas celui qui a alerté le gouvernement. Je vous dis que c'est depuis janvier que nous jouons au chat et à la souris avec ces forces négatives. Nous ne clamons pas dans les médias les informations qui sont en notre possession, le temps de les vérifier, parce que quand vous les clamez, vous informez celui qui est auteur de ces pratiques et qui va manipuler l'opinion, qui va disparaître, qui va effacer les traces. Ce n'est pas comme ça que l'on travaille lorsqu'on est un professionnel. Donc il faut séparer M. Bakungu du travail que le gouvernement et ses services sont occupés à faire pour sécuriser le pays. C'est un problème de droit commun, donc ça n'a rien à voir avec les questions diplomatiques ou politiques qui sont en cause dans cette guerre qu'on nous fait. La question d'Africa TV, qui nous demande de définir mutinerie, rébellion, etc., mais je ne vois pas sincèrement le distinguo qu'il faut établir entre une mutinerie et une rébellion. La mutinerie, c'est une rébellion qui se déroule dans une armée. Lorsque vous vous rébellez contre l'ordre militaire établi, cette rébellion a un nom en français qui s'appelle mutinerie. Donc la mutinerie est une rébellion. Donc que l'on ait qualifié de rébellion ou de mutinerie, c'est pareil au même, c'est la même chose. Maintenant, ça ajoute un élément supplémentaire. S'il est confirmé que les autorités militaires rwandaises qui sont citées ont agi par application d'une politique gouvernementale, alors nous passons à une autre étape, ça va être qualifié d'agression. Vous voyez? Donc c'est peut-être le seul distinguo qui reste à établir sur base de l'enquête que les Nations Unies ont décidé de diligenter, et si tant est que nos amis acceptent que nous poursuivions cette évaluation conjointe dans l'équipe mixte entre nos services et les leurs. Alors le renouvellement du mandat qu'obtient la MONUSCO, nous avons indiqué par notre chargé d'affaires à New York le sens dans lequel nous entendions ce renouvellement, et les discussions se poursuivent après la décision de principe du renouvellement. Pour nous, il s'agit de concentrer l'action de la MONUSCO sur les sites où nous en avons le plus besoin, c'est-à-dire à l'est de la République démocratique du Congo. Cela est très clair, cela a été dit, cela est en train d'être discuté entre le Conseil de sécurité et la République démocratique du Congo. Mais nous avons demandé ce renouvellement parce que nous nous sommes rendus compte que nous ne sommes pas au bout de nos peines. Il y a des femmes et des hommes qui continuent à mourir. Nous avons eu l'éclaircie en 2009, nous avions pensé que la paix était revenue, mais nous nous rendons compte que les groupes mafieux sont toujours en mouvement dans la région et bénéficient même d'appuis très solides dans certains pays. Donc nous pensons que nous devons protection aux populations, et le mieux que nous pouvons faire, c'est d'avoir le plus de protection possible, et par les FRDC et par leurs partenaires de la force MONUSCO. Maintenant, Congo Web estime que nous avons attendu longtemps, que nous avons caché. Non, je ne pense pas que c'est le mot qu'il faut utiliser. Le gouvernement ne cache pas. Le gouvernement reçoit des informations. Chaque jour, le gouvernement reçoit des informations qui viennent de partout, de l'intérieur des provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu, du pays voisin, le Rwanda, de New York, de Bruxelles, un peu partout où cela se passe. Alors, si vous recevez 1000 informations et que vous vous empressez de les divulguer parce que vous voulez faire de la représentation médiatique, il y a un risque que l'on vous prenne en défaut, qu'après vérification, sur les 1000 informations, seulement 10 s'avèrent avérées, mais vous aurez pris la réputation d'un homme peu sérieux. Et ça, un gouvernement ne peut pas se le permettre. Donc, quand nous recevons des informations, ne vous attendez pas à ce que nous réagissions au rythme des médias.
Quand vous recevez une information, vous voulez naturellement être le premier à la divulguer. C'est normal. Mais nous, ce n'est pas ça notre préoccupation. Notre préoccupation, c'est d'abord vérifier. Parce que la seule façon pour nous de mieux protéger nos populations, c'est de travailler avec des données véridiques. Donc toute information doit passer par le crible de la vérification, de la contre-vérification, et cela peut prendre du temps. Et nous n'avons aucun rendez-vous avec personne pour gérer ces choses-là. Nous avons un rendez-vous seulement avec notre peuple en termes de résultats pour la sécurité. Donc ne faites pas jouer au gouvernement un rôle de représentation théâtrale, de venir faire plaisir aux oreilles des gens, qu'on a couvert tel dirigeant étranger de nom des petits oiseaux, à la moindre information. Non, nous cherchons à vérifier pour savoir est-ce que ce dirigeant est vraiment lié à cela. Si tel n'est pas le cas, qu'est-ce que nous devons lui dire pour qu'il mette fin? Et s'il est lié à cela, qu'est-ce que nous devons faire pour inverser le rapport de force? C'est des choses qu'un gouvernement doit prendre en compte. J'ai l'impression que beaucoup, au Congo, les ONG veulent que nous soyons des ONG. Nous sommes le gouvernement, nous ne sommes pas une ONG. Les médias veulent que nous soyons des médias. Nous ne sommes pas des médias, nous sommes un gouvernement. Donc que chacun joue son rôle. Dieu reconnaîtra les siens, ne vous en faites pas. Que chacun joue son rôle et qu'on laisse le gouvernement gérer la vie et la mort des citoyens congolais. C'est quelque chose de très sensible, de très délicat, qu'on ne peut pas manipuler n'importe comment. Là où le Rwanda envoie, là où le Congo n'envoie que des lettres, le Rwanda déploie l'artillerie. Est-ce que cela veut dire que le Rwanda agit autrement que par le lobbying que nous tous nous menons? Nous allons à New York, nous parlons avec nos partenaires, nous leur écrivons des mémos et nous allons défendre ces mémos-là. Alors, le Rwanda, il fait quoi? Il va tirer sur les gens à New York? Il va faire quoi? Il écrit des mémos, il parle avec des gens. C'est comme ça que les choses se passent. Dans la communauté internationale, il n'y a pas d'artillerie. Personne ne tire sur personne. C'est simplement la capacité de communiquer, de convaincre, le carnet d'adresse que vous avez. C'est ce que le gouvernement a fait, c'est ce que le gouvernement du Rwanda a fait. Et au moins pour cette fois-ci, nous avons gagné. Parce que vous entendez les réactions de mauvaise humeur qui fusent à partir de Kigali. Ce n'est pas parce qu'ils ont gagné qu'ils se comportent comme ça. Donc il faut être au moins fier de la diplomatie de votre pays qui a su faire passer un message et qui a été entendu par le monde entier. Donc il n'y a pas d'artillerie qui vaille et qu'on voie des complices au sein du gouvernement. Ici, je voudrais m'arrêter un petit peu pour mettre la corporation en garde et même l'opinion publique contre le syndrome que dans nos analyses au sein du gouvernement nous appelons le syndrome Sanogo. Connaissez Sanogo, ce petit capitaine malien? Lorsque son pays est attaqué par des islamistes au nord, il ne trouve pas mieux que de créer un conflit dans la capitale, de défenestrer un président qui est en fin de mandat. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Il défenestre un président qui est en fin de mandat, il désorganise le commandement et la rébellion au nord prend tout le nord à cause de ce Sanogo-là. C'est à cause de lui. Parce que ATT serait resté au pouvoir, l'avancée de ces gens aurait été freinée, ne fût-ce que par la légitimité dont il jouissait, qui lui aurait permis de faire appel, notamment à la CEDEAO ou d'autres, pour bloquer. Donc Sanogo s'est avéré être en réalité l'allié objectif des islamistes. Mais dans son discours, vous entendez, lui, c'est parce que les islamistes sont venus qu'il s'est fâché, etc. Donc méfiez-vous de ces gens de la 5e colonne, surtout dans les ONG. Il y en a qui signent des communiqués ici pour dénoncer le gouvernement, mais ils sont cités dans les procès qu'on fait au Kivu comme des gens qui alimentent les officiers félons que nous arrêtons. Il y en a déjà une vingtaine qui passent aux aveux. Je peux vous citer un signataire d'un communiqué d'ONG attaquant le gouvernement vertement dans les propos que votre conseil a repris ici, qui a des complices au sein du gouvernement, mais qui est cité, qui va être entendu par la justice comme un des éléments moteurs des groupes qui soutiennent Ntaganda au sud Kivu. Donc vous voyez que c'est la 5e colonne. Vous allez désorganiser ceux qui organisent le combat, c'est-à-dire que vous jouez en faveur de ceux qui attaquent votre pays. Donc faites très attention avec ces attaques verbales complètement outrancières. Comment le gouvernement peut être complice de M23? Ça va commencer comment? Pour quelles raisons? Mais vous entendez des gens signer des communiqués, complices, etc.
C'est le syndrome de Sanogo et faites très attention, le pays n'est pas à l'abri de telles manipulations. Chine Nouvelle nous demande si nos relations sont rompues avec le Rwanda. Je peux vous dire que non, nous n'en sommes pas là. Le problème sera résolu lorsque vous avez une agression, lorsque vous avez une rupture de la paix. C'est toujours avec l'agresseur, c'est toujours avec celui que vous jugez être responsable de la rupture de la paix que vous allez résoudre le problème. Le Rwanda ne disparaîtra pas de nos frontières, pas plus que ceux qui croient au Rwanda qu'ils vont démembrer le Congo. Le Congo ne sera pas démembré, ce sont des illusions. Donc il faut arrêter de rêver. Nous continuons à estimer qu'une solution doit intervenir parce que c'est la paix que nous cherchons, ce n'est pas la guerre que nous cherchons. Lorsque nous envoyons nos troupes là-bas, c'est lorsque nous sommes attaqués et qu'il faut absolument défendre nos populations. Mais nous préférons toujours donner une chance à une solution non conflictuelle, que ceci soit dit. Et donc il faut maintenir cette possibilité de pouvoir se parler, même lorsque le voisin a pris un chemin d'égarement. Il faut créer les conditions pour qu'on revienne à la table des négociations, puisque historiquement, géographiquement, le Rwanda est une réalité dans notre région, tout comme nous sommes une réalité dans la région que nous partageons avec le Rwanda. Il faut donc essayer de marginaliser les extrêmes qui veulent croire qu'on peut jeter les Rwandais à la mer ou croire qu'on peut prendre le Kivu comme un jardin de je ne sais qui au Rwanda. Non, ça c'est des extrêmes, c'est des illusions. Il ne faut pas que les gens se mettent à rêver. Nous ne rêvons pas. Nous vivons dans un monde réel. Nous avons besoin de paix dans cette région. Ce n'est pas la guerre que nous recherchons. Alors, est-ce qu'on peut plaider pour que la MONUSCO soit une force d'imposition de la paix? Nous sommes en pleine discussion avec le Conseil de sécurité, mais je dois vous dire que s'il s'agissait simplement d'une rébellion congolaise, la cause était déjà entendue, l'affaire était réglée. Nous avions chassé ces jeunes gens, nous avions récupéré tout leur armement, on a même trouvé de l'argent liquide qu'ils n'ont pas pu amener. Mais malheureusement, d'autres forces se sont mises à partir de l'extérieur, un territoire où nous n'avons pas de contrôle, et c'est ça qui relance le problème, et nous cherchons à résoudre le problème là où il a été aggravé. Et j'espère que nous pourrons le résoudre. Le rôle de la MONUSCO n'est pas un rôle de combat, et nous n'avons pas demandé ce rôle-là. Ce que nous avons demandé, c'est cet appui au FARDC. Ce que nous avons demandé, c'est cette gestion de l'humanitaire, parce que c'est un accident. Ces gens-là qui se trouvent dans la nature, nous n'avons jamais prévu. Il n'y a aucun budget qui peut prévoir qu'au cours de l'année telle, on va nous attaquer, et nous prévoyons que tel budget soit consacré à l'humanitaire. Donc chaque fois que des amis viennent, chaque fois que la communauté internationale pense à venir nous renforcer pour aller à la rescousse de ces populations martyrisées, c'est toujours une bonne chose. La question de l'AFP, pourquoi le Rwanda soutiendrait la rébellion? Je pense que c'est aux Rwandais qu'il faut poser la question. Nous sommes les premiers surpris, parce que l'orientation qu'avaient prise nos relations avec notre voisin rwandais depuis 2009 ne pouvait pas nous pousser à imaginer, même dans les cauchemars que nous pouvions faire, qu'un tel schéma puisse exister. Qu'un ministre qui négocie avec nous puisse être celui-là même qui est en train d'armer des gens qui tuent nos concitoyens. C'est un schéma que personne ne pouvait imaginer. Nous venons de recevoir ces informations en pleine gueule, et donc nous devons les gérer maintenant, les digérer, et voir comment arriver à mettre fin à cela. C'est l'urgence à laquelle nous nous trouvons confrontés. Mais vous dire pourquoi, il n'y a que les auteurs de cette interférence qui peuvent vous donner des explications, sinon nous ferions œuvre de présomption. Nous ne pouvons pas penser à la place de ceux qui posent un acte. Alors pourquoi le Rwanda dément? Encore une fois, c'est le Rwanda qui doit vous dire. J'imagine qu'il n'est pas facile, après avoir passé des années à avoir raison sur tout le monde dans la région, que l'on puisse vous prendre à défaut. Donc forcément, ce n'est pas facile. Humainement, psychologiquement, on peut comprendre qu'il démente. Mais les faits sont têtus, et nous aimerions que le démenti soit accompagné d'éléments probants
qu'il puisse nous rassurer que tout cela n'a été qu'un gros mensonge, et de la MONUSCO, et de nos propres services, et des enquêteurs des Nations Unies. Voilà la situation telle qu'elle se présente. Mais pourquoi ils démentent? Bon, l'amour propre. Pourquoi ils démentent? Bon, la défense, la meilleure façon de se défendre, c'est d'attaquer, de démentir. Vous voyez qu'on nous accuse maintenant de soutenir les FDLR qui ont tué beaucoup de nos militaires et qui continuent à en tuer dans le Nord Kivu et le Sud Kivu. Alors, la dernière sous-question, c'était la... Pourquoi la RDC n'exige qu'une clarification? Ah, la RDC n'exige qu'une clarification. Je pense que vous ne m'avez pas bien suivi. Nous n'exigeons pas qu'une clarification. Nous exigeons que cessent ces interférences des membres de la hiérarchie militaire rwandaise sur un conflit qu'ils définissent eux-mêmes comme congolo-congolais. Qu'ils cessent de ravitailler les forces négatives congolaises en armes, en munitions, qu'ils cessent de faciliter le recrutement des jeunes Rwandais pour venir prêter main forte aux mutins en prétendant que ce sont des Rwandais, des Congolais d'expression rwandaise, comme si nous pouvons ignorer nos concitoyens qui vivent avec nous, qui travaillent avec nous, qui sont ici avec nous à Kinshasa, un peu partout au Congo, et qu'ils cessent d'envoyer des troupes rwandaises en renfort aux mutins du M23 d'Intaganda. Donc nous n'avons pas dit que nous demandons des clarifications. Ce sont des choses qui sont avérées. Nous exigeons que cela cesse. Je pense que c'est très clair, ce n'est pas une demande de clarification comme nous l'avons fait quand nous avons parlé à Goma. Maintenant, les choses sont beaucoup plus précises. Nous prenons le deuxième et dernier groupe. En fait, je passe d'abord la parole là-dessus. Monsieur le ministre, exceptionnellement pour ACP, nous avons des certitudes que depuis le 11 juin 2012, les populations de Rutshuru dans le nord Kivu, Jomba, Bongananga, sont coupées d'eau. Et lorsqu'on regarde la geste de l'armée patriotique rwandaise, enfin ex, on sait qu'il y a 3 dates. En 1998, dans le Bas-Congo, en 2008, dans le Nord Kivu, et maintenant en 2012, on remarque que les tuyaux qui approvisionnent la population de Rutshuru à l'eau ont été déterrés et coupés. Alors, ma question, pourquoi est-ce que la presse, une certaine presse internationale, refuse de voir pour faire savoir? On parle de présumés politiciens, présumés violeurs et présumés disparus, mais au nord du Mali, pour vous reprendre, il y a un fait que la presse internationale parle du Nord, entre autres parce que cette population n'a pas de l'eau. Et alors, depuis le 11 juin, nos populations n'ont pas d'eau. Pourquoi est-ce que l'opinion internationale n'en parle pas? Est-ce que c'est faute de lobbying du côté du gouvernement congolais? Et qu'est-ce que le gouvernement congolais fait justement en sorte que ces populations-là puissent rentrer dans leur droit naturel de boire de l'eau? Merci, c'est Blaise de AITV. Monsieur le ministre, tout à l'heure, vous vous êtes félicité de la victoire diplomatique du gouvernement congolais. Alors ma question, c'est juste une petite question de précision. Je voudrais savoir, dans le rapport des Nations Unies qui a été publié, est-ce que les annexes qui posaient justement problème ont-ils été aussi publiées? Passons le micro à Télé 7. Nadine Laing de Télé 7. Monsieur le ministre, la ministre des Affaires étrangères rwandaise nie l'implication de son pays dans la guerre à l'est du pays. Il y a quelques semaines, le président rwandais Paul Kagame a accusé le gouvernement congolais d'être responsable de ce qui se passe à l'est du pays pour n'avoir pas bien géré les accords signés avec le CNDP. Que dites-vous? Salut mon ami Longo pour le compte de la Deutsche Welle et la Société de Presse. Excellence, par rapport à ce qui se passe à l'Est, je ne sais pas
si vous allez continuer à traquer les FDLR et les retourner chez eux, parce que vous dites que non, quand vous les retournez, ils reviennent encore, ou soit vous allez les juger ici, parce qu'il y a des faits qui sont commis ici par les FDLR. Que comptez-vous faire aussi de ces éléments de l'armée rwandaise qui ont été arrêtés par les FARDC au début du mois de juin? La dernière question, c'est où se trouve Bosco Ntaganda aujourd'hui? Nous prenons 2 dernières questions. Africa News, s'il vous plaît. C'est depuis qu'il soulève son don. Il est ici devant. Et puis les potentiels. Et c'est tout. C'est Henri Mbouy, Africa News. Monsieur le ministre, il y a un peu plus de 2 semaines, le président rwandais affirmait qu'il y avait un complot fomenté par le Français et le Britannique qui visait à éliminer le président congolais. Jusqu'aujourd'hui, nous n'avons pas toujours eu de suite de la part de Kinshasa. Aujourd'hui, si vous pouvez nous éclaircir là-dessus. La deuxième préoccupation concerne en fait la victoire diplomatique dont vous venez de parler. La question que l'on se pose est celle de savoir, dans l'entretemps, comment la RDC va gérer la suite. Maintenant qu'il y a des implications au cadre du gouvernement rwandais, comme vous venez de le dire, pourquoi vous êtes en train d'hésiter pour pouvoir parler d'une guerre d'agression, pendant qu'il y a des implications de hauts cadres, que ce soit de l'armée rwandaise ou encore du gouvernement rwandais. Que vous faut-il pour parler alors d'une guerre d'agression? Merci. Gérard Lemba pour le compte de la RLTV. Monsieur le ministre, je vous ai suivi avec beaucoup d'attention. J'ai 2 petites préoccupations. À pareil moment, sous Mouzé Kabila, c'est lui qui était le ministre de l'Information à l'époque, je cite Didier Moumengi, se mettait, bien sûr sous le même récit de guerre toujours, se mettait en tenue de guerre. Question de bousculer les esprits des Congolais, partout où ils sont, pour qu'ils sachent que vous êtes vraiment agressé. Je ne sais pas si vous y pensez. La deuxième question, monsieur le ministre, c'est que vous êtes tellement éloquent, vous êtes clair, vous donnez des explications avec beaucoup de précision, mais vous ne pensez pas si les mêmes explications, les mêmes précisions que vous donnez à la population auraient plus d'impact si c'est dit par les chefs de l'État. Je termine. Mobateli, le potentiel. Qui parle de guerre, parle également de perte à vie humaine. On n'en parle pas tellement depuis que nous sommes en guerre, ça fait une dizaine d'années. Il y a eu un livre blanc sur les vies humaines perdues. On parle de 5 millions, plus de 5 millions de gens. Mais depuis lors, le gouvernement semble affondre cette question en termes de lobbying. Comment peut-on expliquer cela, monsieur le ministre? Nous avons commencé avec l'AFP, je crois. L'ACP, pardon. Qui a évoqué cette terrible question de la rupture de fourniture en eau potable dans le territoire de Rutshuru, du fait du sabotage du matériel de la Régie des eaux par la bande Ntaganda et leurs alliés depuis le 11 juin. Il pose la question du silence de la presse internationale. Je crois que nous devons poser la question aussi du silence des milieux influents dans la société civile congolaise. Le gouvernement en a parlé et en parle régulièrement, mais curieusement, les acteurs de la société civile, qui ont toujours tendance à s'émouvoir pour le moindre chien écrasé par un véhicule de la police, gardent un silence assourdissant devant un véritable martyre subi par ces hommes et ces femmes que nous avons visités au Nord Kivu et qui doivent faire maintenant 7 à 8 kilomètres pour aller puiser 5 litres, 8 litres d'eau dans des sources totalement insalubres et qui se meurent dans des hôpitaux parce que vous savez que lorsqu'il n'y a pas d'eau,
tout l'impact qu'il y a sur les soins médicaux, qui meurent de faim parce qu'ils ne savent pas cuire leurs aliments, on dirait que les droits de l'homme sont à double vitesse en République démocratique du Congo. Cela est valable pour les ONG qui militent pour les droits de l'homme, aussi bien que pour la presse internationale, qui ne s'intéresse au Congo que pour vendre une image misérabiliste qui permet de nous maintenir dans une situation qui favorise un certain sensationnalisme. C'est une interpellation. Je pense qu'ils suivent ce que nous disons et que chacun fera de son mieux pour se solidariser avec les victimes. AITV nous interpelle sur les annexes. Oui, les annexes ont été publiées. Il n'y a rien qui a été laissé. Le problème qui se posait, ça a été celui de savoir s'il faut publier le rapport sans les annexes qui citaient des noms. Vous vous souvenez que nous avions eu le même problème à la conférence nationale souveraine pour ceux qui avaient l'âge à l'époque. Lorsqu'est arrivé le moment de présenter le rapport sur les biens mal acquis, le président de la CNS, notre cardinal actuellement, avait jugé inopportun de publier un rapport contenant des noms de personnalités comme le président de la République de l'époque, sans qu'il ait été mis en position de donner ses moyens de défense. Et ça a provoqué une polémique terrible entre le président de la CNS et la classe politique. C'est un peu l'argumentaire que nos voisins rwandais ont utilisé pour essayer d'obtenir le blocage de la publication des annexes du rapport. Des documents dans lesquels avaient été citées des personnalités rwandaises dont je vous ai parlé ici, le ministre de la Défense, le chef d'état-major général des armées et le conseiller militaire du président, en disant qu'il fallait leur donner le temps de pouvoir réagir. Le Conseil de sécurité a coupé la poire en deux suite aux pressions que nous avons faites. Nous avons fait monter des diplomates de premier niveau qui sont partis d'un peu partout, même du Congo, et qui ont fait leur travail. Vous voyez que le lobbying est fait efficacement. Et on a coupé la poire en deux en faisant recevoir les experts auteurs du rapport par la ministre des Affaires étrangères qui se trouvait à New York. Donc on a estimé que la ministre représentait valablement les personnes qui avaient été citées, puisque ce sont des personnes qui travaillent pour le gouvernement rwandais. Et donc après que les experts aient détaillé leur méthodologie et leurs résultats à la ministre du Rwanda, malgré l'opposition de celle-ci, le Conseil de sécurité a estimé que le moment était venu de faire ce que la RDC demandait, de publier, puisqu'on a quand même permis à la ministre de faire ses commentaires. Et si vous lisez bien les dépêches, elle a réagi au rapport la veille de la publication, parce qu'elle avait vu le rapport avant qu'il ne soit publié. Donc voilà comment les choses se sont passées. Les annexes ont été aussi publiées, et c'est ça qui fait mal à ceux qui sont cités dans ces annexes. Télé 7 demande, le Rwanda nie l'implication de son implication. Le président rwandais nous accuse de n'avoir pas respecté les accords et d'être responsable. Je voudrais partir de là pour vous démontrer par l'absurde les contradictions de ces dénégations rwandaises. Le Rwanda dit c'est une affaire congolo-congolaise qui ne me concerne pas. C'est une affaire entre des Congolais avec le gouvernement congolais. Et dans la même déclaration, il dit non, les Congolais sont coupables parce qu'ils n'ont pas exécuté les accords qu'ils ont signés avec d'autres Congolais. Mais il fait quoi dans ces accords-là? Qu'est-ce qu'il vient y faire, lui? Parce que c'est une affaire congolo-congolaise. Il est président du Rwanda. Qu'est-ce qui lui permet d'émettre un jugement de valeur? Mais il y a quand même le principe de non-immixtion dans les affaires intérieures d'un autre État. Alors qu'est-ce qui lui permet de juger notre gouvernement dans ses rapports avec ses propres citoyens, après avoir dit ça ne me regarde pas, c'est une affaire entre le Congo et les... C'est que lui a manipulé, c'est que ses services ont manipulé ces Congolais et il veut les défendre. C'est ça qu'un intellectuel peut dire. Donc c'est tout à fait contradictoire de dire d'une part que c'est une affaire interne et en même temps accuser le gouvernement d'avoir fait ci ou ça en interne précisément. La Deutsche Welle, allez-vous continuer à traquer les FDLR pour les retourner chez eux? Oui,
Parce que les FDLR sont devenus un problème de sécurité pour tous les États de la région. Les FDLR tuent des Congolais, en même temps qu'ils menacent les Rwandais, qui sont au pouvoir au Rwanda. Et en dépit de tout ce qui se raconte à Kigali, dans les milieux officiels, nous sommes persuadés qu'aujourd'hui, les FDLR sont plus un danger pour la République démocratique du Congo que pour le Rwanda. Et il faut être cynique pour accuser le gouvernement congolais de pactiser avec les FDLR. Après tout ce que les FDLR sont en train de nous faire dans ce pays. Il faut que nous soyons vraiment les derniers des salauds pour accepter que des gens qui tuent nos femmes, nos enfants, qui pillent nos récoltes, que nous puissions devenir leurs alliés. Donc oui, nous allons continuer à les traquer et nous les aurions terminés si quelques mafieux au Rwanda n'avaient pas provoqué la naissance de ce groupe qui nous a attaqués dans le dos pendant que nous nous occupions des FDLR. Le travail va continuer dès que ce sera possible. Qu'est-ce qu'il faut faire des personnes qui se sont rendues? Il y a deux niveaux. Il y a beaucoup de mineurs d'âge, de très jeunes gens, qui ont été pris et qui ne peuvent être ni jugés ni emprisonnés. Nous allons convenir avec la MONUSCO de les rendre à leur famille au Rwanda en espérant qu'il ne leur sera fait aucun mal parce qu'ils ont quand même dévoilé pas mal de choses. Et contrairement à ce que la ministre a dit, aucune de ces personnes qui se sont rendues n'a été victime de mauvais traitements. Sauf à dire que la MONUSCO torture des gens. Mais ils ont été, chaque fois qu'ils se rendaient aux forces armées, remis instantanément à la MONUSCO et on les interrogeait ensemble avec des officiers des droits de l'homme de la MONUSCO. Donc il n'y a pas eu de mauvais traitement. Ils ont fait des déclarations en âme et conscience. Ils ont été recrutés soit par la force, soit par la ruse. Ceux des adultes parmi eux font l'objet d'une discussion maintenant entre notre gouvernement et la MONUSCO pour voir ce qu'il faut faire. S'il y a des crimes de sang à reprocher à l'un ou l'autre, il sera présenté à nos juges. Sinon, on verra comment les rendre à leur famille pour ceux qui n'ont pas à se reprocher de faits particulièrement scandaleux. Où est Bosco Ntaganda? Bosco Ntaganda se trouve entre Mbuzi, où se trouve une unité rwandaise dont je vous ai parlé ici, dans le 99e bataillon. Chanzu, où se trouve, je crois, le 61e bataillon. Runyonyi, où se trouve le 37e bataillon, et le Rwanda. Il est vu souvent à Kinigi, en préfecture de Ruwengeri. C'est un espace d'à peu près 7 km². Vous comprenez bien qu'il n'occupe pas un grand territoire au Congo, mais il a de la marge en territoire rwandais. Voilà ce qui nous préoccupe. S'il était certain qu'il restait enfermé dans ce triangle, on ne parlerait plus de Bosco Ntaganda depuis longtemps. Donc voilà ce que vous devez savoir au sujet du positionnement géographique de ce seigneur de guerre. Africa News, le président rwandais a parlé de complot pour éliminer Joseph Kabila, pas de réaction du gouvernement. Je pense que vous n'écoutez pas assez le gouvernement. Le gouvernement a déjà communiqué à satiété autour de cette révélation que nous avons prise au sérieux. Nous avons beau avoir des choses à reprocher au gouvernement rwandais, le président Paul Kagame est un chef d'État. Lorsqu'il parle de choses qui se sont passées dans son pays, il faut avoir l'attention soutenue. Ce sont des révélations crédibles à notre avis. Lorsqu'il dit que des puissances dans la communauté internationale sont allées le voir avant les élections qui devaient se dérouler en novembre 2011 pour lui demander de participer à un complot tendant à éliminer et à chasser du pouvoir le président Joseph Kabila, je pense qu'on peut croire en cette révélation-là. Mais cette révélation, nous l'avons utilisée pour interpeller l'intelligentsia congolaise, interpeller les médias congolais tels que vous êtes là, interpeller la classe politique et la société civile congolaise. Voilà des gens qui passent des journées entières à nous enseigner la démocratie, à nous donner des leçons sur ce qu'il faut faire, sur ce qu'il ne faut pas faire.
sur l'incontournabilité de la volonté du peuple dans le choix des dirigeants dans une démocratie, qui crachent sur le choix du peuple congolais, vont à Kigali, un pays étranger, eux-mêmes étant déjà étrangers, pour concocter avec un chef d'État étranger un changement de régime en marge du processus électoral au Congo. Quel est le respect que vous croyez que ces gens ont envers le peuple congolais? Parce que dès que vous discutez avec un intellectuel congolais, on prend la société internationale, la communauté internationale à témoin. Oui, mais c'est pas comme ça que ça se passe à Paris, c'est pas comme ça que ça se passe à New York, etc. Mais voilà ce que ces gens-là, ceux qui vous inspirent, voilà ce qu'ils pensent de vous. De la main gauche, ils disent qu'ils vous soutiennent pour les élections. De la main droite, ils vont demander aux gens, allez, changez-moi le système, mettez qui vous voulez, mais nous ne voulons plus voir ce type-là. Pourquoi ne pas venir auprès de vous, le peuple souverain, comme ils disent, pour vous demander de ne pas voter pour tel ou voter pour un tel autre? Pourquoi aller à l'étranger et venir faire semblant ici de respecter les décisions du peuple souverain? Voilà les limites que nous voulons que, dans vos analyses, vous mettiez à cette prétendue philanthropie des étrangers qui aimeraient notre peuple, qui veulent faire notre bonheur à notre place, etc. C'est l'enseignement que nous avons tiré. Et c'est un enseignement très utile. Nous en avons parlé, et puisque vous ne l'avez pas entendu, je viens de le répéter. Comment la RDC va gérer la suite? Pourquoi ne pas parler de la guerre, d'agression? Nous avons parlé d'agression, mais peut-être voudriez-vous me dire pourquoi ne pas déclarer la guerre? Je vous ai dit que nous n'avons pas l'intention de faire la guerre. Pas encore. Nous pensons qu'il est bon de chercher des voies et moyens de résoudre cette crise dans laquelle nous plongent des réseaux mafieux dans un pays voisin qui doit coopérer avec nous à pacifier cet espace. Nous voudrions résoudre ce problème, cette crise, par des voies moins coûteuses en vies humaines. Et ce n'est pas parce que nous avons peur de qui que ce soit. C'est parce que nous estimons que la vie de nos concitoyens, qu'ils soient soldats ou non, est précieuse. Et que s'il reste une seule chance de résoudre le problème par des discussions, par des pressions internationales, régionales ou autres, c'est préférable. Et que la guerre doit être le dernier recours. Voilà comment nous percevons les choses. RLTV nous dit que le ministre de la Communication, Soumounzé, se mettait en tenue de guerre. Oui, la République était en guerre, était dans un schéma de guerre. Cela avait été déclaré clairement, et par le chef de l'État, et par le gouvernement. Nous n'y sommes pas encore. N'allons pas vite en besogne. Nous n'y sommes pas encore. Nous constatons une rupture de la paix. Nous essayons de résoudre ce problème par d'autres moyens que la guerre. Alors ne vous attendez pas à ce que je me mette en treillis militaire. Vous demandez que le chef de l'État parle. Vous savez, chaque pays a ses traditions. Il y a des pays où le chef de l'État ne parle jamais. Je pense au Japon, c'est maintenant qu'on voit même l'image de l'empereur à la télévision. Mais il n'en dirige pas moins le Japon. Mais il y a des pays où le chef de l'État est obligé chaque semaine de communiquer. Au Rwanda, je crois que c'est chaque mois. Ici, chez nous, je pense que c'est 2 ou 3 fois par an. Donc, nous ne pouvons pas faire du mimétisme. Le gouvernement exprime le point de vue qui est dessiné dans la politique de la nation, qui, comme vous le savez, est définie par le président de la République et le gouvernement. Donc, vous n'avez pas nécessairement besoin que le président, à chaque événement, vienne se profiler pour dire des choses. Je pense que d'ici samedi, il va parler, parce qu'il y a son message à la nation. Ça fait partie des moments où il communique. Il y a le message du Nouvel An, il y a le message devant les chambres réunies du Parlement. Ça fait au moins 3 fois par an. Et d'autres événements qui l'amènent aussi à communiquer. Donc voilà la réponse à cette question. Le potentiel voudrait que nous nous apaisantissions sur les pertes en vies humaines. Nous ne sommes pas à faune sur les pertes en vies humaines. Nous avions bien déclaré, bien avant même notre visite à Goma, Bukavu, Rutshuru, Bunagana et le reste, qu'à ce moment-là,
les mutins de Ntaganda et Ruzandiza avaient perdu plus de 200 éléments. Et nous avions regretté que des vies congolaises ou autres soient sacrifiées comme ça sur l'autel d'intérêts mafieux. Que nos forces armées avaient quelques 30 à 40 garçons qui ont été tués. Et que nous déplorions cela plus que tout au monde. Donc nous ne sommes pas à fond, nous communiquons sur cela. Et c'est ça qui rend cette option prise par les mafieux à Kigali insupportable pour nous. Ça nous coûte trop en vie humaine. Même un seul Congolais qui meurt, c'est un Congolais qui meurt de trop. Il vaut mieux que les gens meurent de maladie ou quoi, au lieu de se faire assassiner comme ça dans son propre pays, parce que quelqu'un quelque part a décidé de faire main basse sur le coltan, sur le wolframide ou d'autres produits de notre sous-sol. Donc nous avons toujours communiqué sur cela. Et une comptabilité sera présentée aux responsables de cette agression, parce que les enquêtes doivent être présentées à qui de droit, au niveau notamment des organisations qui nous mettent ensemble dans la région, dans le continent, au Conseil de sécurité, et pourquoi pas la justice internationale. Merci à tous.